Bonjour à toutes et à tous. On va faire le TD sur le démarrage direct de machine asynchrone. Donc on est dans le chapitre sur le schéma électrique, hein. On a eu le cours précédemment. Et donc ici, hein, le but du jeu, c'est de faire le démarrage direct de machine asynchrone. Donc c'est le schéma le plus simple, hein, qu'on peut imaginer pour pouvoir faire fonctionner correctement une machine asynchrone. Alors, je vous ai mis ici, hein, les éléments qu'on va trouver. Alors, on va commencer par la partie puissance. Donc, c'est la partie, hein, qui est sur la gauche du schéma, hein, disons jusqu'au transformateur. Donc, c'est là où on va trouver des courants potentiellement assez importants. Ça va dépendre de la puissance du moteur. Euh, et donc, qui va être câblé forcément en fil de section relativement importante. Ça va dépendre, encore une fois, de la puissance consommée par le moteur. Donc, ce qu'il faut mettre sur la partie puissance, c'est en premier un sectionneur porte fusible. Donc, c'est ce qu'on a choisi de mettre ici pour protéger contre les surintensité, donc par fusible. Alors, c'est pas forcément la meilleure des protections, au sens où un fusible, bah, quand il a fondu, hein, quand il a protégé, bah, il est à changer. Ça peut être un petit peu plus compliqué qu'un disjoncteur. Et puis, je vous rappelle aussi ici, hein, qu'on a besoin d'un sectionneur. Donc, le sectionneur, c'est ce qu'on repère avec les petits traits, avec les petits T à l'envers ici, hein, sur chaque contact. Donc ça, c'est ce qui permet d'ouvrir et de, voilà, mettre hors tension une installation et être sûr qu'elle ne va pas se remettre sous tension accidentellement. Et puis, je vous rappelle que sur la poignée du sectionneur, donc accessible à l'extérieur de l'armoire, on va pouvoir placer un cadenas, hein. Quand on a besoin de travailler sur l'installation, on va faire ce qu'on appelle une consignation. Alors on va commencer bah, justement par ce sectionneur porte fusible. Donc son repère c'est Q1. Alors vous voyez, il faut toujours mettre le repère à côté. Alors je vous ai remis ici une petite photo d'un sectionneur. C'est pas forcément les plus récents. Alors si on zoomait un peu, là on voit pas grand chose, mais on verrait bien qu'il y a le petit trait à l'envers et puis les cartouches fusibles qui sont dessinées à l'intérieur. Donc il a deux fonctions à la fois. Ensuite, sur la partie puissance, hein, donc c'est toujours la partie plutôt facile, on va mettre un contacteur moteur, donc qui va permettre de commander le moteur. Alors sur la partie puissance, hein, on va le faire apparaître ici. Donc c'est tout simple, hein, il suffit de prolonger les traits, hein, câbler les fils, comme ça. Alors le contacteur moteur, donc lui, il permet de commander la puissance. Donc ce que je veux, c'est que les pôles de puissance se ferment et donc on trouve pleine tension au bord du moteur lorsqu'on appuie sur le bouton pousseur en marche, et puis que les pôles de puissance s'ouvrent quand on appuie sur arrêt, ou s'il y a un arrêt d'urgence, ou si on détecte une surcharge grâce au relais de protection thermique. Donc une surcharge, hein, c'est le moteur qui consomme trop de courant par rapport à sa valeur nominale, ce qui permet de détecter un problème sur la partie mécanique, hein, plus précisément sur l'installation. Donc voilà pour le contacteur. On le retrouvera aussi ici au niveau de sa bobine. Donc c'est le même repère, hein, ce qui veut dire que c'est bien le même matériel. Tout ça c'est un seul bloc commun. Alors la bobine, hein, je vous ai remis aussi une petite image de la bobine, donc qui est inclus à l'intérieur du contacteur. Le principe, c'est que lorsque j'alimente la bobine, c'est les bornes 1 à 2 sur le contacteur moteur, euh, quand j'alimente la bobine, donc ici en 24 volts alternatif, c'est souvent le cas, ça pourrait être 24 volts continu, 12 volts continu, 230 volts alternatif, pourquoi pas. Ça va dépendre de la bobine, elle est changeable d'ailleurs sur un contacteur. Donc quand j'alimente la bobine, les pôles de puissance se ferment et donc le moteur va pouvoir démarrer. Quand la bobine n'est plus alimentée, alors il y a un ressort de rappel à l'intérieur du contacteur moteur et donc les pôles de puissance vont à nouveau s'ouvrir et le moteur forcément va s'arrêter avec un peu d'inertie forcément. Donc voilà pour la commande. Donc on reviendra sur, hein, la partie commande, l'alimentation de la bobine, c'est tout l'enjeu du schéma électrique, mais avant tout euh, la sécurité, hein, bien sûr. Et en troisième, on va trouver donc le relais de protection thermique, hein, donc, qui va se situer ici. Alors physiquement, ils sont faits pour pouvoir se clipser en dessous le contacteur. Ils vont se serrer sous le contacteur, même si on peut aussi les desserrer. Il faut ajouter un petit module supplémentaire pour les mettre à part, hein, pourquoi pas. Donc le relais thermique, hein, je vous rappelle, donc son rôle c'est de détecter une surintensité, hein, consommée par le moteur, et ça arrive s'il y a trop de puissance mécanique consommée par la charge mécanique, hein, qui est connectée derrière. Trop de produits sur un tapis roulant par exemple, trop de produits dans un malaxeur ou trop pâteux, ce genre de choses. Donc voilà, ça va permettre de détecter un problème sur la partie mécanique du système, quelque chose qui n'est pas censé arriver. Donc ça va protéger le moteur, mais aussi
l'installation mécanique derrière. Le relais de protection thermique est constitué principalement de 3 bilames. Donc on retrouve le repère, cette partie carrée ici, pour le thermique d'un disjoncteur magnétothermique, donc il va protéger contre les faibles surintensité. Et je vous rappelle aussi que l'intensité à partir de laquelle le relais thermique va détecter une surcharge est réglable. On a une petite vis de réglage, on ne voit pas très bien sur la photo ici évidemment, on va pouvoir régler le courant normal du moteur, le courant nominal du moteur. La partie puissance, donc c'est là où il va y avoir beaucoup de courants qui vont pouvoir passer, ça va dépendre de la puissance du moteur. On poursuit, alors ça fait plus ou moins partie de la partie puissance, donc c'est toute cette partie-là, ici. On va avoir un transformateur qui va transformer du 400 volts en 24 volts, de manière à réaliser la partie commande du schéma électrique en 24 volts. C'est une sorte de télécommande avec fil, mais c'est une commande à distance quand même, qui va se faire sous tension réduite, dans laquelle il va y avoir très peu de courant qui va passer. Et puis forcément en 24 volts alternatifs, l'avantage c'est qu'on n'a pas de danger direct pour les personnes, bien sûr. Au contraire du 400 volts ou 230 volts entre phase et neutre. En amont et en aval du transformateur, on a toujours des protections. Alors ici, j'ai choisi de mettre un disjoncteur magnétothermique en amont du transformateur. Alors ça pourrait très bien être un porte-fusible, des fusibles. Alors il faudrait mettre des fusibles de type AM, tout comme ici il faudrait des fusibles de type AM, de manière à ce que les fusibles laissent passer un courant au démarrage, je l'écris ici, nécessaire au moteur. Le moteur, au moment du démarrage, je vous rappelle, un moteur asynchrone consomme 5 à 7 fois le courant nominal. Donc il faut absolument que les cartouches fusibles laissent passer cette surintensité temporaire, le temps du démarrage du moteur. Par contre, s'il y a un court-circuit sur la partie puissance ici, il faut que les fusibles fondent de manière à protéger l'installation et éviter les départs d'incendie également. Donc juste après le transformateur, on a aussi donc une protection qui va permettre de protéger l'ensemble du circuit en cas de court-circuit notamment. Alors ce sont des fusibles que j'ai choisi de mettre ici, un sectionneur porte-fusible, c'est simplement des fusibles, et ce sont des fusibles pour le coup de type GG, puisqu'il y a peu d'éléments inductifs, même si la bobine est un petit peu inductif, mais il n'y a pas besoin de fusibles de type AM. Bon, limite, peu importe. Donc voilà, on a fini la partie puissance et l'alimentation de la partie commande en 24 volts. Je vais faire disparaître cette partie-là du texte. Donc pour la partie commande, ce que je veux, c'est que on mette en route le moteur lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir marche, qui portera le numéro S3, et qui s'arrête quand on appuie sur le bouton poussoir S2. On aura également un bouton d'arrêt d'urgence type coup de poing, donc à accrochage. Donc c'est le bouton rouge avec sur fond jaune bien visible de manière à arrêter le moteur ici. Donc il va permettre d'arrêter le moteur en cas de problème. On aura également à mettre en place la protection thermique. Donc le relais de protection thermique qui est ici sur la partie puissance va seulement détecter une surintensité, mais c'est pas lui qui va couper. Il n'a pas de pôle de puissance qui permette d'interrompre des courants importants. C'est une fonction qui va être remplie par le contacteur. Donc le principe, c'est que si le relais thermique détecte une surcharge, il va en gros demander au contacteur de s'ouvrir. En gros, tout simplement, il va couper l'alimentation de la bobine du contacteur, et donc les ressorts de rappel vont faire que les pôles de puissance vont s'ouvrir et le moteur sera plus alimenté. On verra 3 voyants également, H1, H2, H3. Alors je les ai pas mis dans le même ordre que sur votre document, bon, ça n'a aucune importance, l'ordre pour ces voyants. Donc H1 permet simplement de signaler la mise sous tension du circuit de commande, donc c'est le voyant qu'on appelle présence tension. Il est soit blanc, soit bleu en général. Il va simplement nous signifier que si on appuie sur le bouton poussoir marche, le moteur va démarrer. Donc l'installation est sous tension, prête à démarrer. Le voyant H2 permet de signaler le fonctionnement du moteur. Ça peut être un voyant vert par exemple, donc on va l'allumer quand le moteur est en fonctionnement. On verra que on va utiliser un contact auxiliaire du contacteur moteur KM1 pour allumer ce voyant. Et puis H3 permet de signaler un défaut thermique. Donc en cas de défaut thermique détecté par le relais thermique, on va ouvrir
l'épaule de puissance du moteur, donc le moteur va s'arrêter, mais en plus, on va allumer un voyant rouge ou orange en général, un voyant qu'on appelle défaut thermique ou surcharge du moteur, qui va permettre de savoir pourquoi le moteur s'est arrêté. C'est pas quelqu'un qui a arrêté le moteur pendant qu'on était parti faire autre chose, mais il y a eu un défaut, trop de puissance mécanique consommée par la charge mécanique. Donc les éléments à disposer sur le schéma de commande sont l'arrêt d'urgence, le bouton poussoir d'arrêt, le bouton poussoir marche, un contact qui va permettre de couper l'alimentation du moteur en cas de surcharge. Donc c'est un contact qui porte le numéro 95-96 sur la thermique. On va visualiser le fonctionnement du moteur par le voyant H2 et puis visualiser un défaut thermique par le voyant H3. Le relais thermique va à la fois couper la commande du moteur et puis allumer un voyant pour signifier tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va trouver en premier? Alors l'ordre n'a pas d'importance. Ce qui semble logique quand même, c'est de faire apparaître l'arrêt d'urgence en premier. Donc ça c'est l'arrêt d'urgence. Je vais peut-être l'ajouter à côté. Alors, je vais simplement noter ARU. C'est très souvent comme ça qu'on l'appelle, ou AU ou ATU. Très souvent ARU. Donc c'est un contact qui est normalement fermé, c'est-à-dire que si on n'appuie pas sur le contact, si on n'appuie pas sur le bouton coup de poing, le courant passe. De même, on va avoir un contact associé au relais de protection thermique, donc c'est le contact qui porte le numéro 95-96. Alors là, pour faire simple, j'ai pas mis les numéros, mais sur un schéma réel, on les aurait forcément. Donc même chose, c'est un contact normalement fermé. Et puis si le relais thermique détecte une surcharge, ce contact va s'ouvrir, il va se déplacer vers la droite, comme je vous avais montré sur les animations, et donc le courant ne passera plus. Ensuite, on va avoir un bouton poussoir d'arrêt. Je l'ai mis avant. Peu importe, encore une fois, il pourrait se placer après. Donc le bouton poussoir d'arrêt, même chose, c'est un contact normalement fermé. Donc si on l'actionne pas, en fait, le courant arrive jusque là. Enfin, il y a présence de tension jusque là. Et enfin, pour faire tourner le moteur, il va nous falloir un bouton poussoir marche. Alors celui-là, c'est un contact normalement ouvert. Ça, c'est des contacts normalement fermés qu'on note souvent NF ou NC en anglais, normally closed. Oups, NF. Voilà, ça, c'est des contacts normalement fermés, normalement fermés, normalement fermés. Et ça, c'est un contact NO, normalement ouvert. Alors là, on peut déjà faire fonctionner ça en travaux pratiques. Vous pourrez tester ça. Alors l'ennui, simplement, c'est que ce bouton poussoir S3 qui est ici, il est fermé que quand on a le doigt appuyé dessus. Ce qui veut dire que quand j'appuie dessus, j'ai bien présence de 24 volts aux bornes de la bobine qui est ici. Et donc les pôles de puissance se ferment, le moteur démarre, c'est un démarrage direct, c'est un démarrage un petit peu violent, qui convient plutôt pour des moteurs de faible puissance. Mais si je relâche le bouton poussoir S3, le courant ne passe plus, la bobine n'est plus alimentée, et les pôles de puissance vont s'ouvrir sous l'effet du ressort de rappel qui est intégré dans le contacteur. Donc voilà, ça marche, mais il faut rester appuyé sur le bouton, c'est un petit peu embêtant. Donc ce qu'on va rajouter en parallèle de ce bouton poussoir S3, je vais juste effacer cette annotation-là. Ce qu'on ajoute en parallèle, c'est ce qu'on appelle le contact d'automaintien. Donc c'est un contact associé au contacteur moteur KM1, donc il porte le même numéro que tous ces éléments-là, donc c'est dans le même bloc. Et puis, donc qu'est-ce qui va se passer? Quand j'appuie sur S3, je vais avoir la bobine qui va être alimentée, les pôles de puissance vont se fermer, mais ce contact auxiliaire va aussi se fermer, ce qui veut dire que quand je vais relâcher le bouton poussoir S3, le courant va continuer à passer par cette branche à droite. Et donc continuer à alimenter la bobine. C'est un effet mémoire, la bobine s'auto-alimente et c'est un contact qu'on appelle l'automaintien. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important, tout repose un peu là-dessus. Auto-maintien. Voilà. Donc c'est ce contact bien sûr. Donc il porte forcément le même numéro que la bobine qui est juste en dessous. Donc vous voyez qu'il est en parallèle du bouton poussoir marche, des conditions de marche systématiquement.
On va ensuite avoir à allumer les voyants, hein, donc H1 dès qu'il y a présence 24 volts, H2 si le moteur fonctionne, et H3, hein, le voyant rouge ou orange, s'il y a un défaut thermique. Le relais thermique a détecté une surcharge. Donc je vais faire disparaître cette partie-là. Alors je peux peut-être faire d'abord apparaître d'ailleurs l'alimentation du voyant H1. En fait c'est très simple. S'il y a présence de 24 volts entre ces deux bornes ici, on va trouver 24 volts aux bornes de la bobine, du voyant, pardon, et le voyant va s'allumer. Donc ça arrive si il y a en amont bien de l'électricité, si le sectionneur porte fusible Q1 est fermé, si le disjoncteur Q2 est fermé, si le sectionneur porte fusible Q3 est fermé. Donc dès qu'il y a tout ça, le système est prêt, il attend qu'on appuie sur le bouton poussoir S3, et donc le voyant s'allume pour nous le signaler. Le système est prêt. Le voyant H2 va s'allumer lorsque le moteur va tourner. Hein, donc tout simplement, je rajoute un contact auxiliaire instantané associé au contacteur moteur KM1. Donc dès que la bobine est alimentée, les pôles de puissance sont fermés, mais ce contact-là aussi est fermé et le voyant s'allume. Et enfin, pour signaler le défaut en cas de surcharge, hein, en cas de ce qu'on appelle défaut thermique, hein, surcharge mécanique, on a un autre contact associé au relais de protection thermique. Donc vous voyez que c'est le même repère F1, F1, F1. Et puis voilà, c'est des symboles un petit peu particuliers. Et c'est ici un contact normalement ouvert. Donc le normalement ouvert permet de signaler le défaut. On va arrêter le moteur en cas de surcharge, mais également signaler le défaut. On va signaler pourquoi le moteur s'arrête. Une petite question qui est intéressante, hein, on a fini le schéma. Hein. Une petite question qui est intéressante à se poser, c'est que pendant le fonctionnement du moteur, s'il y a une coupure électrique globale de l'alimentation, de tout l'atelier, qui vient de l'amont hein, par rapport au sectionneur porte-fusible Q1, qu'on n'est pas censé ouvrir en charge, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la bobine n'étant plus alimentée, les pôles de puissance en s'ouvrent, forcément, le moteur s'arrête, de toute façon, il n'y a pas d'électricité, mais quand le courant va revenir, hein, quand l'alimentation va revenir, eh bien, le moteur ne va pas redémarrer. Hein, il faudra bien rappuyer sur le bouton poussoir S3 pour refaire démarrer le moteur. Donc c'est pour ça qu'on fait cette commande par bouton poussoir avec un contact d'automaintien. On pourrait remplacer ces deux boutons poussoir et l'automaintien par un commutateur. Hein, on met sur marche, on met sur arrêt, un commutateur de position fixe. Mais dans ce cas-là, le commutateur resterait sur marche, et en cas de coupure de courant, le moteur s'arrête, mais quand le courant revient, le moteur redémarrerait, ce qui serait assez dangereux hein, pour les personnes notamment qui travaillent autour de ces systèmes. Voilà, je vous remercie, hein, c'est fini pour cet exercice-là. On va voir l'autre exercice hein, un petit peu plus sophistiqué sur la commande d'un volet roulant pour une porte de hangar. Je vous remercie.